Ho e hamatai ta uproparau ni aro e arfome te ia tatu pourua I āmui mai. Trato e ta o, ta tatu e tape a mai, āmui mai, ruru mai, tei ruru mai, I ho e mai, I mua te tumuparau no te tarawa. Nori a whari mai te tapa o no te arwha e te wharira ia tatu pa atua tēnu atu I te orometua Bruno Sora, tēnu atu ia Miros, ia Gwenda, ia Lovaina, e te veitura ai tatu matauture tio, te veitu aro Marguerite, I o muri mai, e pupu, e ratira pupu tera, te ite nevo ia Mirna, ia Mike, ia Otopourua, ia Corinne, e te mo orometua haapi, me fofaa oto I tamai te imahana no te whirurira amuira tato I te aura o te tarawa. Donc, d'abord, j'ai commencé par vous saluer tous, autant que vous êtes dans vos fonctions, dans vos hiérarchies, et bien sûr Anne avec Daniel qui ont permis cette rencontre aujourd'hui pour qu'on puisse, nous, Polynésiennes et Polynésiens, intervenir à ce sujet-là. D'abord, à titre personnel, Bruno a dit beaucoup de choses, c'est sûr. Il est bien ancré aussi dans la société polynésienne d'aujourd'hui. C'est un élément important et fort en tant que quelqu'un qui réfléchit sur l'évolution de la société actuelle et sur l'évolution de tout ce que la société porte aujourd'hui en termes de valeurs. Donc, je voudrais dire que je me sens toute petite, très modeste, mais vraiment petit quand je vois ce film. Tout ce que j'ai pu recevoir m'a beaucoup ému, m'a donné beaucoup d'émotions, beaucoup de force aussi, beaucoup de courage. Il en faut du courage pour aller voir ces personnes et cette énergie, cette intensité. Il y a des mots qui ont été prononcés. Et par rapport à ça, je me sens vraiment petite à côté de ça. C'est dire combien ces personnes, ces groupes nous apportent et nous enrichissent dans notre identité et notre culture d'aujourd'hui. C'est important. Et moi, vraiment, je leur rends hommage. Je donne tout ce que je peux pour les encourager à continuer à faire ce qu'ils font et surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc voilà une petite introduction. Donc je vais m'asseoir parce que c'est plus facile pour moi de vous voir tous. Donc ma thématique va porter sur le chant, la danse, l'art oratoire, l'évolution des corps, des gestes, des mimiques, des voix dans les codes de loi, donc les tourés, codes de loi, les tourés. Alors, on peut penser que pourquoi faire référence au touré qui est extrêmement rigide, extrêmement austère, pour révéler des choses qui font bouger des corps, des voix, des personnes, des visages. C'est l'idée, justement, l'ambiguïté repose sur le fait que ces codes ont été élaborés pour construire une société avec un fonctionnement qui est calqué à la paix de la société. Il faut que ça soit paisible, il faut que les personnes suivent les mêmes règles. Donc ça, c'est les missionnaires qui l'ont amené. Mais il faut dire qu'avant eux, la société tahitienne avait aussi des règles avec les haris. Il ne faut pas oublier ça. Si bien que ces codes de loi ont à chaque en tête des noms de chefs. C'est très important parce que ces chefs-là sont identifiés dans des lieux. Le Tarawa ne se fait pas n'importe où et ne se fait pas n'importe comment et avec n'importe quelle personne. C'est un peu la même chose pour ces lois-là. Ces lois-là, on les représente dans des îles et donc et en plus ces lois, ces tourés ont l'avantage d'être un terrain pour moi de prospection et d'investigation, en tout cas pour ce qui nous intéresse aujourd'hui avec la thématique qui a été lancée par ce film. Et ces lois, ces tourés sont écrites en langue tahitienne. Merveilleux, qu'on n'a jamais traduit d'ailleurs, très peu ont été traduits. Donc ça nous permet à nous linguistes d'identifier des mots, des expressions qui se trouvent écrites, donc authentifiées, attestées dans ces lois-là. On ne peut pas aller contre ça, c'est marqué par écrit. Or, à cette époque-là, les personnes qui savaient écrire, c'était bien sûr les missionnaires, mais aussi ceux qui ont accepté d'être convertis. C'était le protestantisme, on va dire, au christianisme, qui reflète donc, que reflètent tous ces mots-là. À savoir aussi que le premier code
qui n'a jamais été écrit et publié et imprimé est le code Pomaré, tout le monde sait, Pomaré 2, on ne le dit pas assez, Pomaré 2, pas Pomaré 1 ni Pomaré 4, dès l'année 1819. Donc, on est obligé de partir de ce premier code-là et de chercher, c'est ce que j'ai fait, ce qui pouvait faire allusion à ce qu'on avait les expressions corporelles, des gestes, qui sont aujourd'hui, comment dire, qui sont difficilement repérables, parce que les mots, le lexique est ancien. Il y a même des mots, je n'ai pas trouvé de traduction, ni dans le Davis, le John Davis 1851, ni dans le nouveau dictionnaire de l'Académie qui date de 2017. C'est pour vous dire, ces mots-là n'existaient plus. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient indiquer? Qu'est-ce qu'ils pouvaient représenter comme réalité? Je me pose moi-même la question aujourd'hui. Ensuite, on va dire que grâce à ces codes, que j'ai analysé de manière chronologique. C'est-à-dire, en partant, le premier code, je voulais projeter des articles là, devant vous, mais en 20 minutes, on n'a pas le temps. Donc, vous êtes obligé de m'écouter jusqu'au bout, d'être attentif aux Tahitiens, aux Français. Donc, ces codes de loi ont l'avantage de révéler des évolutions depuis 1819. Et je vais vous donner les codes que j'ai examiné, c'est le code Pomaré, notamment avec l'article 8, que Bruno connaît bien, où il y a beaucoup de gestes qui sont jugés délictueux et qui méritent des punitions. Alors sinon, ça va partir de Tamatoa Rawoteri Maevarua de 1836, ce sont les codes de Reiatea Ta'a Propora Maupiti qui ont été imprimés à Huheine. Ça, c'est le premier code que j'ai examiné. Je vous le cite en préambule pour ne pas avoir à revenir là-dessus. Ensuite, il y a le code de ce qu'on appelle Pomaré Vheine, c'est-à-dire Pomaré 4 de 1842, avant qu'on devienne possession française, 1842-45, n'est pas loin. Et ensuite, j'ai examiné le code de Huheine de Territaria qui a été imprimé à Huheine en 1845. Vous voyez, c'est 1800. Hein? Il n'y a aucun code qui dépasse les 1900, hein, de ce que j'ai vu. Pourquoi? Parce que la langue est là, elle est présente et elle dit, la langue révèle des pratiques sur le terrain. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'en était-il, ce que les gens vivaient, comment est-ce que les codes ont révélé ces pratiques jugées, on va dire, qui enfreignent la paix, le code éthique, le code moral, hein, et on va dire la conduite des gens dans un objectif qui est suivre la civilisation. Hein, la civilisation qu'ont apporté les Occidentaux, à savoir les missionnaires aussi. Hein. Donc, il y a celui de 1845. J'ai examiné le code de Teri Maevarua de Propora Mopiti Manua, hein, les îles les plus à l'ouest, imprimé à Reiatea en 1878. Puis celui de Rimatara, c'est le seul code qui sort des îles de la société. Le code de Rimatara sous Temeva, on l'appelle Temeva dans les codes, et j'ai compris qu'ailleurs on l'appelait Tamaeva. Je ne sais pas pourquoi, dans les codes c'est Temaeva. Je suis allé à Rimatara et ils m'ont tous dit non, c'est Tamaeva. Donc Temaeva 4 de 1877, deux derniers codes, celui de 1843, le code de Teapapa et de Nanuaiterei de Maiaoiti. Même Maiao était relié à Huheine à l'époque et pas à Moorea comme aujourd'hui. Et le dernier que j'ai examiné est le code de Tehauroa, de Reiatea et de Ta'a imprimé en 1884, que je mets en parallèle, puisque les mots sont les mêmes, avec le code de Taitoe, imprimé à Reiatea en 1877. Voilà donc un corps on va dire, de 7 codes des lois que je vais examiner avec vous en matière donc de terminologie, de lexique intéressant. Alors le premier, c'est le code Pomaré que j'ai mentionné en 1819, dans l'article 8, intitulé Noté Aitamae, que je traduis par des troubles d'inspiration tahitienne. Cet article-là ne peut pas être inventé par les missionnaires. C'est vraiment les Tahitiens, donc les chefs, Pomaré II, et d'autres chefs des îles du Vent qui ont proposé ces termes-là. Alors j'en ai retenu 10 qui ont rapport avec notre sujet. Le premier, c'est Orero. Ma collègue Miros va parler de Orero tout à l'heure, mais dans ces textes-là, il n'y a pas Orero. C'est Orero Titia. Alors c'est frappant de voir qu'un peu plus tard, on va dire, il y a un autre mot, c'est Reo. Hein? Alors le Orero, il est là. Orero Titia, ça veut dire quoi? Celui qui fait des discours orientés, hein, pour provoquer autrui. Il y a ce mot-là qui apparaît.
Donc c'est la loi 10 dans l'article 8. Vous avez un autre mot qui est tereoriri, celui qui tient des propos médisants. La médisance, c'était quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Eh bien, il y a même ça. Tereo, alors la voix, reoriri. Te tia o ora, celui qui fait des signes de tête, c'est considéré comme une faute. Alors pourquoi? Parce que ça devait faire appel. Il y a une référence, il y a une présentation du gestuel. Ensuite, vous avez le tata tuiau orero. Tuiau orero. Tout à l'heure, c'était orero titia. Là, c'est tata tuiau orero qui veut dire celui qui interprète mal un discours dans une réunion publique. Important cette idée de réunion publique. Toujours le groupe. Je vais terminer d'ailleurs là-dessus. La notion de groupe, la notion de communauté. Ensuite, il y a le tia rauti que tout le monde connaît. Aujourd'hui, on dit rauti. Le tia rauti, c'était considéré comme une faute. C'est celui qui incite au courage et à la bravoure comme en temps de guerre. Il y a le mot tia rauti. Donc, c'est pas bon pour les missionnaires. Et les hari, celui qui agit comme ça est considéré comme quelqu'un qui enfreint la règle du bien vivre ensemble. Hein. Ensuite, vous avez le tuati aana, celui qui se réunit en groupe. C'est interdit de se réunir en groupe. Mata fa'anevaneva, celui qui a un regard, vous voyez les expressions du corps. Mata alors un regard fa'anevaneva, un regard fou et instable. Nevaneva no paitepo. Voilà. Tereo ta'iriri, t'es puni, s'exprime en hochant la tête en signe de mépris. Ensuite, vous avez bientôt deux autres mots. Tahitohito. Même le fait de se moquer de quelqu'un avec mépris à plusieurs reprises est considéré comme une faute. Tahitohito. Donc ça veut dire qu'il y a des voix, qu'il y a une façon de placer, de faire résonner sa voix pour qu'on considère qu'il est en train de dire quelque chose du mal de quelqu'un. Des postures, hein, vous voyez. Ensuite, vous avez le oputu. Alors là, ça c'est intéressant. Te oputu taitetetera. C'est un oiseau. Alors c'est un des codes où vraiment je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce oputu? C'est un gallicolombe, un oiseau qui émet des cris rauques, un peu comme les hommes quand les hommes touchent. Alors voilà, le oputu, alors qui a disparu, on l'appelle peut-être aujourd'hui putu, c'est celui qui crie bruyamment comme l'oiseau de mer, oputu. Donc voilà, tous ces mots, au nombre de 10, révèlent une gestuelle du corps, du visage, des mimiques, des modes de communication orale non verbale, vous avez la tête qui remue, et d'expression orale, des attitudes qui sont dites significatives, des bruits de voix que l'on devine et des sons reconnaissables. Et enfin, la proportion des gens, je l'ai noté, à se rassembler et se réunir pour former un groupe. On voit déjà dans le premier code de 1819, ces choses-là qui se mettent en place parce que c'est écrit. Donc ce sont des textes formels, on ne peut pas changer. Hein. Donc des allusions sont faites sur la conduite, la gestuelle, les prises de parole jugées licencieuses. Donc se retrouve plus tard dans un autre code qui est le code de Huayne, avec l'article 28, Notetere here hoe. Pardon, noir. En fait, c'est le voyage maritime des Arioi, 1822. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors, il y a des mots que j'ai relevés, ta'ata hapo taiata, ta'ata hapo taiata, que j'ai traduit par dépravé. On sait ce que c'est que ta'ata taiata, hein? Celui un peu qui change de femme tout le temps, qui a des conduites sexuelles, qui ne sont pas bonnes pour les missionnaires. Ta'ata taiata. Il y a le mot, hein, dans le code de 1822. Ensuite, dans le même article, il y a marqué Rave ite peuino. Alors là aussi, c'est très courant. Hein? Peuino. Qu'est-ce qui est jugé peuino? Hein? On peut se poser la question. Ceux qui ont des mauvaises pratiques, des choses à se reprocher. Donc, appel à la conscience. Ensuite, il y a Taua Moutata Hautira. Alors, le mot Hauti revient souvent. C'est quoi le Hauti? Alors, c'est ceux qui jouent. Aujourd'hui, Hauti, c'est jouer. Mais jouer avec quoi? Jouer comment? Alors, on reproche à toutes ces personnes de Hauti, hein, que j'ai traduit par turbulent. Ce n'est pas tout à fait le mot, mais on peut comprendre que quelqu'un qui Hauti n'est pas quelqu'un de sérieux, n'est pas quelqu'un sur lequel on peut compter. Donc, et ensuite, plus tard, toujours dans le même code, Eori here iterui. Eori here iterui. Donc, c'est les herepo. On appelle aussi les oripo, c'est ceux qui errent la nuit sans but. C'est pas bon, hein? Des gens qui se promènent la nuit tout seuls ou en groupe. Pourquoi faire?
question, donc on va les interdire de se conduire comme ça. Il y a même eu, des articles plus tard, des cloches que l'on sonnait où les gens étaient interdits de sortir, on ne bougeait plus, on doit rester dans sa maison pour ne pas déranger les gens qui dorment la nuit, parce que voilà, bonne conscience, etc. Mais vraiment, alors ça c'est en introduction de ces codes, mais le code qui va vraiment parler de manière plus explicite de ces choses-là, la danse, le corps, le chant, ça va se trouver dans le code de Tamatoa et Ter Imavarua de 1836 qui a été imprimé à Huahine en 1838. Je dis Huahine, hein? Donc ça veut dire que les machines à imprimer étaient à Huahine, à Rayatea. Le code de Rimatara plus tard, que je vais mentionner rapidement, a été imprimé à Huahine. Il n'y a pas eu d'imprimerie à Rimatara aux Australes. Ça se passait dans les îles de la Société. Alors, dans le code de 1836 imprimé en 1938 de Tamatoa Ter Imavarua, on peut lire pour la première fois l'intitulé suivant à l'article 30, Notefa auto vivo, on a parlé de vivo tout à l'heure, Notefa auto vivo et ori. Enfin, le mot ori apparaît, que j'ai traduit par du jeu de la flûte nasale pour ceux qui ne parlent pas tahitien et du fait de danser, ori. Alors, il est dit ceci. Yafa auto te ho et atai te vivora. Et te ohera. Ohe, les bambous. Et mo upa upa. Alors le mot qui apparaît pour la première fois, avant non. Et mo upa upar ia toane. E watia era te ho e inia. Wa ori hora. E avahieia. Trata nautua et traia. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est en français, quiconque joue de la flûte nasale, d'un instrument en bambou, on peut se poser la question, mais quel instrument en bambou? On appelle ohe, et participe à toutes sortes, alors le mot upa, toutes sortes de divertissements accompagnés, je traduis littéralement, de musique et de danse, qu'un de ceux présents, ça veut dire qu'il était assis, se lève et se livre à la danse, doit être passible de jugement. Voilà. Donc, et puis, dans le même code, plus tard, il y a un petit complément, en 1838, il y a marqué, pour la première fois, on voit un autre mot, o te whaaue mau i te heivara. Tout à l'heure, c'était upa upa, et là, c'est heivara. Ho e ia tāna utua et feia e orira. Celui qui commande un heiva, alors qu'est-ce que c'est qu'un heiva? Il va falloir que je l'explique, et vous allez participer peut-être tout à l'heure, sont passibles de la même punition que ceux qui dansent. Donc ça veut dire qu'il y avait des commanditaires de heiva, donc faisaient appel à des danseurs pour lui ou pour eux, et donc c'était la même punition, valable pour les deux groupes. Donc, l'instrument musical mentionné ici pour la première fois est le vivo. Donc ça nous appartient peut-être, hein, le vivo, et avec la manière de la jouer, on parle de fa'aoto. On ne dit pas fa'atai. Dans le code, il y a marqué fa'aoto. Fa'aoto était vivo. Laisse deviner l'émission, alors ceux qui pratiquent le vivo, un son clairement identifiable pour les oreilles tahitiennes, harmonieux, long et agréable à l'oreille. Le vivo semble occuper une place à part, importante, puisqu'il est mentionné en première position, et il est indispensable lors de fêtes en groupe ou en bonne compagnie, appelée, la compagnie c'est le upa upa. Hein? Au temps de Pomaricat, on parle encore de upa upa. Elle se laissait aller à des upa upa. Alors le mot upa upa, qui apparaît ici pour la première fois, signifie selon le Davis de 1851 en anglais, a play, donc une pièce de théâtre, diversion, music and dancing, donc je traduis distraction, musique et danse. Autre sens, any game or amusement, se dit de n'importe quel jeu ou amusement. On continue, there are a great number of diversions that go under the name of upa upa, such as upa upa hura, voilà les différents upa upa. Upa upa hura, danse accompagnée par un battement régulier de tambour. Upa upa ma'u, alors ma'u ou ma'u, parce qu'il n'y avait pas l'écriture de l'académie actuelle. Upa upa mhamha, upa upa oto oto, upa upa parara'a, parara'a matahiti peut-être, on faisait cette fête-là. Upa upa rohipehe, ça c'est intéressant, upa upa rohipehe, upa upa tiara'au, etc. Voilà, il y a différentes sortes de upa upa.
le thème est Upa Upa. Alors Upa Upa est encore, toujours dans le Davis, the noisy diversion of beating the bamboo called ihara. Là, on nous précise, le bambou, c'est le ihara, qui est toujours utilisé encore aujourd'hui, je crois. Hein? Alors, curieusement, dans ce code de 1836 imprimé en 1938, l'expression chanter, le chant, n'est ni cité ni précisé. Hein? Peut-être qu'elle fait partie intégrante, que le chant fait partie intégrante du Upa Upa. On peut se poser la question. Dans le mot Upa Upa est intégré le chant. Alors, le chant aujourd'hui se dit himene. J'ai entendu Mama Yopa dire himene, et ce mot-là n'existe dans aucun code. Le seul mot que je connaisse pour avoir lu le Théour Hemri comme tout le monde et ailleurs, c'est le mot paix. Rohi paix. Donc, même le mot paix n'est pas dans les codes que j'ai lus par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Pour ce qui est de l'instrument en bambou, on devine quoi? L'intensité, le volume de ce que le bambou peut provoquer, ça fait un son un peu saccadé. Hein? Il y a une consistance sonore, enfin les musiciens peuvent mieux parler que moi, des vibrations plus saccadées que le vivo. Et ce sont ces deux instruments-là qui accompagnent les Upa Upa, le vivo et les ohé. Voilà un peu comment les instruments et la musicalité de l'époque se dessinaient. Hein? Quant à la danse, c'est le mot ori, qui est un thème générique, toujours utilisé de nos jours pour dire danser, quel que soit le type de danse, à laquelle aujourd'hui on donne le nom de oriteiti, hein, on dit oriteiti, oripapa, oripaniora, oriteito, etc., etc., différentes sortes de ori. Alors ori, c'est bouger le corps de manière significative, en prenant de l'amplitude, avant, arrière, voilà. Il y a une façon de danser, mais ce n'est pas précisé dans le code comment on dansait. En tout cas, il y a un rythme et une cadence, ça c'est sûr. Un rythme et une cadence qui étaient insufflés par le vivo et le ohé. Et le Upa Upa. Dans Upa Upa, il y a 2 fois le mot Upa. Et dans les codes, il y a, dans le Davis, il y a le mot Upa, qu'on va voir plus tard dans d'autres codes. Upa, selon le Davis, signifie dance. Donc voilà, danser. Selon Davis, premier dictionnaire, c'est le mot pour dire danser, Upa. Mais quand on dit Upa Upa, ce n'est plus seulement danser, c'est un ensemble de choses. Et puis, je note que la danse, qui est mentionnée dans ce code de 1836, s'exécute en individuel. On se lève et on danse. En partant de la position assise, puisqu'il est dit, il se lève. Donc, il sort du groupe. Hein, et il va aller à la station debout, laissant entendre que le danseur masculin est à l'intérieur peut-être d'un cercle formé par les gens présents et qu'il prend certainement de l'espace pour bouger, exécuter sa danse, peut-être en compagnie d'une femme, parce qu'on parle de femme qui est punie si elle danse dans le même code, dans le même article. Mais on ne sait pas plus. Dans le complément de Huayne que je vous ai lu, il y a le mot donc heiva, qui est toujours utilisé aujourd'hui pour désigner, pour moi, c'est un temps, une période consacrée à des manifestations faites de divertissement. Alors, ces divertissements, ce sont des jeux, des exploits sportifs, des prestations de danse, de chant et de spectacles sous forme de concours dans le heiva. En tout cas, ce que je peux comprendre aujourd'hui, le heiva, c'est des compétitions entre personnes, entre groupes. Et ça, c'est très fort. Hein. On l'a vu dans le Tarawa. Hein. S'il n'y a pas les compétitions, et pour hein. Donc, c'est un élément stimulant, les concours, d'un heiva à l'autre. Donc, heiva, selon le Davis, veut dire a dance, c'est-à-dire une danse. Et deuxième sens, an ensemble for dancing, une assemblée réunie pour danser. Pour le Farevana, en édition 2017, heiva signifie passe-temps, divertissement, exercice physique. Voilà un peu les tout premiers codes que j'ai pu voir où il y a des éléments qui émergent. Ensuite, dans le code de 1842, donc pour Marev Heinetei, c'est l'article 6 qui donne vraiment de la consistance. L'article 6 en 1842 donne donc de la densité à la danse, au chant et les instruments musicaux. Je vous lis le texte.
te ie atoa te te momea e whaorehia nei. Te rorera, te apere sans les jeux, te patia fa, même le patia fa était interdit. Te upara, voilà le mot upa, dance, te upara. Et te mot upa upa ti a ore atoa hoi. Et là, écoutez bien, mai te huro ori. Huro ori. Te torari. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Torari. Te ha-ou-ou, que j'ai vu par ha-ou. Le mot apparaît en 1842. Ha-ou-ou. Te mo ohe atoa. Te titapu. Titapura. Savez-vous ce que c'est que le titapu? C'est la guimbarde. Alors on voit, donc, introduction tardive, le titapu. Avant c'était le vivo et le titapu est arrivé. Titapura. Donc on fabriquait des titapu. Te fatitor a moi et te mo pe et at parhir et fenoi. Te amuira. Voilà le amui qui apparaît. Te amuira et te orira ite ne mo pe ne te avara et autuara ite ohipa. Voilà. Amuira et te orira. Un peu plus tard dans le même code, on dit upa upara et te orira. Amuira et te orira. Upa upara et te orira. J'en dis pas plus. Donc, en français, ça veut dire les pratiques interdites, c'est exécuter des dents jusqu'à en être trempé de transpiration, ça c'est le torari. Jusqu'à en être trempé de transpiration, c'est dire, on a parlé de transe tout à l'heure, c'est peut-être le cas, en danser jusqu'à être complètement, à n'en plus pouvoir, on dit, s'arrêter, hein, donc on note ça, torari. Émettre des bruits sourds dans des chants en chœur sur des risques saccadés, c'est le ha-ou-ou, hein, et faire des combats de coq, etc. Alors, ceux qui se joignent à ces rassemblements et à ces danses étaient punis, et ceux qui se rassemblent pour des réjouissances et des danses interdites par la loi doivent être jugés et condamnés. Voilà, on voit le lexique qui apparaît ici comme upa, la danse, upa upa tia ore, le huro ori, le torari, le ha-ou-ou, les ohe, les titapura'au et amuira et orira. J'ai relevé ces mots-là en rapport avec des pratiques anciennes. Un peu plus tard, ça c'est 1842. En 1845, dans le code de Territaria, c'est la même chose que ce qu'on a vu plus haut. Donc c'est pour dire, c'est vraiment là, les codes ont été élaborés de manière, on va dire, presque linéaire. Ils se sont copiés les uns les autres, à quelques différences près, parce que c'est même inspiration missionnaire et inspiration des chefs. Enfin, auto vivo et théorie. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. Par contre, celui de Teri Mavarua de Bora Bora, Mopiti, Manua, etc., imprimé arrêté en 1818, dans l'article 28, ça c'est intéressant, parce qu'on trouve ceci. E harua te taata e whaatupu i te upain e te whenua nei, mai te whaoto i te ohe patapatara. Whaoto, le ohe, whaoto te ohe te ohe, whaoto i te ohe. Alors c'était mal écrit dans le code, c'était parapata. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce parapata? Je l'ai retrouvé plus tard dans le code mieux écrit, patapata. Alors patapata, c'est quoi? Patapata i te ohe, ça veut dire c'est une façon de jouer. Et là, maite whaoto iti ohe patapatara, maite aparima, le mot arrive, aparimara, maite paoara, et donc c'est 1878, hein, paoara, maite haura, tout à l'heure c'était haou, et là c'est bien clair, haura, maite patiafa, maite aprera, te peretipi, et yato ohe iti ori, etc. Et il y a des punitions en dollars, hein, les tara. Voilà. Dans l'article suivant, toujours de 1878, il est marqué Areara te whaoto vivora et te upa upa papa'a. Pour la première fois, on parle de upa upa papa'a. C'est quoi c'est upa upa papa'a? C'est peut-être le... Parce qu'aujourd'hui, l'accordéon, hein, je crois qu'on dit upa upa fa'atai, je ne sais pas. Et là, on parle de upa upa papa'a. C'est plus upa upa tout seul. Hein. Ensuite, il y a les fa'atai. Fa'atai titapu. Fa'atai, tout à l'heure c'est fa'aoto vivo, fa'atai titapu. Te utera, on voit le ute apparaître dans ce code-là de 1878. Te utera, te perera, te tairi poho te timo, et te tairi tariparaura. Tairi tariparaura. Donc, si je résume tout ce lexique-là, on voit ofe patapata, aparima, paoa, hau, upa upa papa, fa'atai titapu, ute et tairi tariparau. Alors, selon le Davis, il y a le tariparau,
il le traduit par a tale bearer, c'est celui qui raconte une histoire, qui a une histoire à transmettre. A drum, c'est le mot pour dire drum. Tariprau, c'est pau. Là, on voit clairement que c'est le pau là, hein, dans le mot ta'iri tariprau. Hein. Je continue l'examen de ces codes. Dans le code de Rimatara, 1881, à la loi 10, il est marqué en intitulé, noté ha'a heiva. C'est plus heiva, c'est ha'a heiva. Alors, quelle différence entre heiva et ha'a heiva? C'est peut-être faire des fêtes. Alors, il y a marqué, je lis textuellement, Yahara te atait mo upa to iri mataranei, mai te paoa, et te aparimara, et te tei mo upa eatu, et ore eau te turene, etc., etc. Donc, on voit les mêmes mots qu'on a vus tout à l'heure, paoa, aparima, et mo upa eatu. C'est ça, upa eatu, c'est le upa papa. On va bientôt arriver vers la fin de l'examen, des codes que j'ai trouvés intéressants. Bien sûr, il y en a plus, mais je ne peux pas en dire en 20 minutes. Le code de Tehauroa et de Teitoe se ressemblent beaucoup. Alors, le code de Tehauroa a été promulgué en 1884 et celui de Teitoe en 1877. Il y a exactement le même article. Alors, il y a marqué « Note upa upa ». Et Yaharoa e upa upa fatupuher e tene e taatoa, etc., etc. Area te tairi pohue, te tue e te timo, te titapu, te vivo, te ohe patapata, te ute, et te upa te mo popa. Voilà. Yaharoa tuia e orihia. Donc, interdit donc, de pratiquer toutes ces choses-là à Raiatea par ces codes Tahitoe. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, je vais donc clore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je dirais que les termes qui sont utilisés aujourd'hui pour chanter, tels que chanter un tarawa, himene tio et tarawa, sont absents. On ne les retrouve pas dans le vocabulaire des codes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas utilisés de manière informelle. Attention, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans les codes que ça n'existe pas. Mais enfin, nous, les historiens travaillent sur des écrits, hein, des archives écrites. Nous, on est de tradition orale. Donc, ça veut dire qu'il faut corroborer ce que je viens de trouver, de révéler, avec d'autres textes, peut-être dans des putatupuna, ou peut-être dans des écrits de missionnaires. Je pense à The Tahitian Mission de John Davis, il a écrit carrément, et d'aller faire un travail on va dire, d'investigation, de fourmi, pour trouver un lexique de base. Parce qu'aujourd'hui, on se pose plein de questions. Je comprends pourquoi ces questions sont posées. Parce que, voilà, le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui n'était pas présent. En revanche, il y a des thèmes, comme je vous l'ai dit, comme upa upa, aujourd'hui inusité, sauf dans le upa upa, et upa upa, on dit encore aujourd'hui, mais pas très commun. Hein? Le heiva est utilisé aujourd'hui, il prend de l'ampleur. Le ori, bon, le aparima, hein? Qu'est-ce que c'est, comment c'était pratiqué ces aparima? Donc je pense à Bougainville, quand il est arrivé, on voit des images, on voit des femmes habillées avec des robes qui ressemblent à des danseuses étoiles, à notre façon, qui dansent. Hein? Il y a quand même des images qui frappent. Ces images étaient-elles la représentation de ce que les Européens pouvaient comprendre? Ça pose question. Moi, je travaille sur des textes, donc je vois. Alors, aparima, paoa. Alors, comment se danser le paoa? Peut-être en cercle, on voit cet homme qui se lève. Les upapapa, voilà, ces termes, c'est-à-dire des formes de groupes de danse qui sont là, qui existent. Ensuite, vous avez le mot torari, danser jusqu'à être complètement transpirant, hein, de sueur. Hein. Et puis, vous avez des instruments qui sont révélés, comme le titapu, le vivo bien sûr, titapu, te ohe patapata et te ta'iri tariprau. On voit le tambour apparaître là. Pour les formes de chant, on le dit, te ute, les voix ha'u ou bien ha'u, huro ori. Ça veut dire qu'il y avait vraiment un vacarme fort, à tel point que ça s'entendait de loin, on applaudissait. Voilà, le huro ori. Et puis, il y a un autre endroit, j'ai trouvé le mot paipairima. Je n'ai pas mentionné. Paipairima, ça veut dire clap, c'est-à-dire applaudir. Paipairima, mais on devait paipai d'une certaine façon. Hein. Les rapas disent paki, hein. Voilà. Donc, on voit paipairima. Donc, ça représentait des sonorités, des sons, des rythmes.
Et donc tous ces mots que je viens de citer, que j'ai trouvés dans les codes en les examinant de très près, révèlent à travers leur sens le poids de leur représentation en termes de pratiques culturelles, pratiques sociales, pratiques musicales et instrumentales. Et c'est très important de faire ce travail de fourmi, de recherche. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, et c'est ça qui est important, enfin qui est important, tout est important, mais vraiment ce qui ressort, et ça a été souligné dans le film, c'est que le ciment de ces attitudes, de ces conduites, des jeux, des instruments, les danses, si on peut se représenter apparemment, les voix, le placement des voix, la hauteur des voix, l'intensité des voix. Le ciment de tout ça, c'est le Amouy, c'est le groupe. S'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas tout ça. Donc ça veut dire que le Amouira, et c'est le mot qui est utilisé dans les paroisses protestantes, qui est devenu aujourd'hui le poupou, le Amouira est toujours utilisé, c'est la cellule de base. Le Amouy est la cellule de base au même titre que la famille, le Feti ou le clan, le Aati. Et cette cellule de base, repose sur le être ensemble pour faire quelque chose, se trouver quelque part ensemble pour faire quelque chose. Et tout le monde sait ce qu'on va faire ensemble. Le danser ensemble, le chanter ensemble, le s'investir ensemble. On a parlé d'énergie. S'il n'y a pas ça, et le mot Amouy a été répété, tout le reste va se perdre. Et c'est ça la force aujourd'hui, quelles que soient les communautés religieuses, si on peut dire, s'il n'y a pas le Amouy pour faire quelque chose de musical, de social, de culturel, eh ben, on peut considérer qu'on va tomber dans ce qui s'amorce aujourd'hui, qui est la tendance de l'individualisme. Ça, aujourd'hui, le groupe s'oppose aujourd'hui à l'individu. On le voit aujourd'hui. On voit un chanteur, je crois que quelqu'un l'a dit, il chante tout seul. On voit des bons chanteurs. Il est tout seul. Avant, jamais on pouvait imaginer quelqu'un chanter tout seul. Il est toujours accompagné d'un groupe, et un grand groupe. Donc, ce phénomène d'individualisation pointe en arrière-fond un autre problème qui est la matérialisation des choses. Tout est matérialité maintenant. Alors que dans ce Amouira, il y a un côté spirituel, il y a un côté, on va dire, harmonieux. Hein? Ces valeurs-là qui sont représentées par des mots en disent long sur la manière d'être en société traditionnelle. Voilà. Et on voit aussi l'évolution de ces pratiques des premiers temps vers des choses plus en rapport avec notre temps, comme le Aparima ou le Paoa, qu'on continue à faire. Donc pour moi, je terminerai sur cette notion de Amouy. Tant qu'il y a le Amouy, ça va aller. Mais si le Amouy disparaît, je crois que là, on peut craindre fortement que les valeurs disparaissent. Voilà, si je peux me permettre de dire ça, voilà. On a du temps, Marou Sylvia, on a du temps. Je propose, comme le froid, j'espère que je ne suis pas filmé, comme le froid donne envie de faire pipi, je propose que nous prenions une pause maintenant de 10 minutes. Et voilà, comme on ne peut pas non plus à 100 personnes aller faire pipi dans le même cabinet, donc il nous faut 10 personnes par 10 cabinets, trouver 10 cabinets. On va faire pipi, on revient dans 10 minutes, on écoutera Mike et ensuite on débattra ensemble. Je suis filmé, vraiment? C'est filmé?